C'est le dernier événement dans l'événement. Et donc, si vous voulez terminer votre soirée avec un homme assez extraordinaire, Mehdi Gmar, qu'on est ravi d'accueillir ici sur le stand de l'Inagora à l'occasion d'Open Source Experience 2024, ben rejoignez-nous, prenez une bière, une boisson sans alcool, et puis vous allez assister effectivement à cet Open Mic. Donc, une vingtaine de minutes avec toi, Mehdi. Un grand merci d'avoir fait l'effort de nous rejoindre, parce que t'étais à Strasbourg, c'est ça? Exactement, oui. Qu'est-ce qui se passait à Strasbourg? On parlait de Carnot et de transfert industriel et de comment l'université, la recherche peut travailler encore plus avec les entreprises. Et je trouve que conclure la journée aujourd'hui avec vous, c'est voilà, une belle journée. Bon, il faut que je te le dise, on a été ravis d'accueillir CNRS pendant 2 jours sur notre stand, l'Inagora, avec des équipes, disons-le, j'espère qu'elles écoutent pas trop, non, elles ont pas l'air de trop écouter, des équipes extraordinaires, extrêmement investies, hein, et elles ont passé leur temps à faire des contacts. On se dit aussi des choses, une partie des visiteurs étaient interloqués de voir le CNRS à Open Source Experience. Je crois que c'est votre première participation à Open Source Experience. Oui, tout à fait. Et je pense que quand je suis arrivé, effectivement, un de mes collègues m'a dit mais j'ai passé une super journée, j'ai fait plein de contacts, c'était important d'être là. Et bah oui, en fait, c'est un peu aussi le sens de ma présence, c'est que on ne soit plus étonné de voir le CNRS dans ce genre d'événement où finalement la valorisation, les logiciels libres, c'est une réalité au CNRS. Il faut les valoriser et je crois qu'ici, c'est le début d'une nouvelle façon d'envisager ce travail avec l'ensemble de nos partenaires industriels qui vont nous permettre de valoriser, encore une fois, ces logiciels libres. Mehdi, il se passe plein de choses concernant l'open source au CNRS. Notamment, vous avez développé un programme qui s'appelle Open CNRS. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors en fait, Open, et j'en profite déjà pour te remercier de faire partie de notre comité de sélection, parce que t'amènes un regard extérieur et ô combien de valeur sur les critères qui nous permettent de sélectionner ces projets. En fait, ça partait d'un constat très très simple, c'est que le logiciel libre, c'est une réalité au CNRS. Les chercheurs font du code, le mettent à disposition, créent des communautés, mais c'était pas assez connu et pas assez valorisé. Donc on s'est dit, on va les encourager. Et pour les encourager, il faut un peu les stimuler, donc dire qu'on a envie de les accompagner. Il faut aussi leur proposer un peu d'argent, parce que tout ça ne se fait pas sans moyens financiers. Et quand on parle de moyens financiers, on parle surtout de moyens humains pour financer justement les développements. Et donc on a lancé Open en 2023, et en fait on a été extrêmement agréablement surpris par la réponse qu'on a eue. Juste pour vous donner un chiffre, hein, on a reçu une 60aine de candidatures, de dossiers. En 2 ans ou sur la dernière édition? Sur la première édition en 2023. Okay. Donc la première fois où on disait qu'Open pouvait financer des ressources humaines. Et pour vous comparer à un autre programme qui s'appelle le programme de prématuration, où on a 10 millions par an, là on avait 1 million, on a à peu près une centaine de dossiers. Donc on voit que dès la première édition, il y a eu une volonté, une envie en fait de le faire. Et on a vu voilà de très beaux projets. Je sais que le projet Agrumes est aujourd'hui sur un des stands. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de dire, c'est pas un oxymore valorisation et open source. C'est pas parce que c'est libre que ça ne peut pas créer de la valeur. Et comme dans le métier qu'on fait du transfert, c'est beaucoup de la pédagogie. Et c'est aussi un outil pédagogique pour dire à l'ensemble de la communauté, mais nos partenaires aussi à l'extérieur, on est capable de créer de la valeur à partir des logiciels libres, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre et à tous les participants. Mais c'est vrai que j'ai encore parfois cette question-là quand je fais des tables rondes, et on a aussi démontré la variété des sujets. C'est des sujets qui peuvent intéresser le monde de l'éducation, qui peuvent intéresser des industriels. Donc c'est des domaines très variés. Et finalement, ce mot logiciel libre, il cache une variété de sources, de produits qu'on est en train de découvrir. Et c'est pour ça qu'on a fait une deuxième édition, que là, bientôt, dans les quelques semaines, les 7 nouveaux lauréats, je vois Sébastien qui attend impatiemment pour communiquer sur les 7 nouveaux lauréats. Et je peux annoncer que en 2025, on sera déjà dans la 3e année d'Open. Donc vous continuez? On continue. Et c'est vrai que tu le disais, moi j'ai la chance de participer à ce jury donc du concours. On peut dire que c'est un concours, j'aime bien le terme de comité de sélection, parce que
il y a quelque chose de beaucoup plus construit. D'ailleurs, les remarques que tu peux faire des autres experts qui sont autour de la table, en présence des chercheurs, ça enrichit déjà leur parcours et leur expérience. Et il faut dire que bien évidemment, comme on a un budget, un budget forcément limité, il y a un certain nombre de projets qu'on ne peut pas financer. Par contre, ce que nous disent les chercheurs et les chercheuses qui portaient ces projets, c'est que déjà la phase de je réfléchis à ce que c'est valoriser mon programme, quelles sont les grandes questions à me se poser, qu'est-ce que me dit le comité de sélection le jour où je me frotte à lui, ça c'est déjà un début de valorisation parce que ça leur donne des idées et ça leur montre un peu la réalité du chemin à parcourir. Bon, et donc je voulais absolument apporter mon témoignage parce que c'est vrai que c'est un événement pour lequel je manquerai pour rien au monde. C'est-à-dire que c'est extrêmement enrichissant. C'est pas très étonnant quand on essaie d'objectiver le sujet. C'est-à-dire que quand tu as la chance d'être dans un comité de sélection de projets portés par des chercheurs du CNRS, bien évidemment que dans cette très grande maison qu'est le CNRS, tu vas avoir une diversité en fait de projets absolument incroyable. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est le niveau de valeur ajoutée d'un grand nombre de projets de recherche qu'on voit et la sincérité avec laquelle les chercheurs présentent leurs projets, la plupart du temps sans se douter d'ailleurs à quel point ils ont de l'or entre les mains. Alors c'est souvent des années de travaux et de recherche. Et là on comprend vraiment toute l'importance et le rôle de CNRS Innovation. Parce que vous êtes confronté à ça depuis par ailleurs des années. Moi, j'ai la chance de le voir 2 fois par an à l'occasion d'un jury de sélection. Mais les gens qui travaillent chez CNRS Innovation, ils sont confrontés tous les jours à ce que moi je vis 1 fois par an. Et donc, on comprend bien l'importance et l'utilité justement de ce travail de valorisation au niveau du CNRS. Et donc, toi, t'en étais... Je t'en prie, tu veux réagir? Non, j'ai rejoint cette association il y a 2 ans. Donc, je suis encore et toujours dans cette phase d'émerveillement sur le fait qu'effectivement, cette grande maison, la recherche fondamentale, est une source d'innovation encore, je dirais, à exploiter beaucoup plus et qui a un métier effectivement particulier. Et je salue tous mes collègues de CNRS Innovation, mais de façon plus large, tous les personnels qui travaillent au transfert de la recherche vers le monde économique, parce qu'effectivement c'est un métier très particulier, c'est un formidable métier. Et ce qui est intéressant, je pense et c'est ce qui a changé en quelques années, c'est que on a réussi collectivement à faire changer le regard que le chercheur ou la chercheuse porte sur ses travaux. Alors il y a encore beaucoup de marge, il y a encore beaucoup de potentiel, mais comme tu l'as pu le voir, une fois qu'ils se prennent au jeu, ils se prennent au jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont envie de jouer, ils jouent à fond, ils sont à fond. Alors parfois ça génère de la frustration parce que les questions qui sont posées sont parfois un peu pointues et ça les déstabilise. Mais je crois que c'est toute la vertu en fait d'avoir des programmes d'accompagnement et comme Open où on va travailler très tôt avec les chercheurs. On leur demande pas de faire un dossier de 50 pages où il faut remplir toutes les cases. Non, on leur dit c'est quoi votre idée, c'est quoi le contexte, et après avec les équipes, notamment les équipes de Sébastien, on va les accompagner pour que finalement ils apprennent déjà des choses sur ce chemin-là. Et une fois qu'ils se sont pris au jeu, ils se sont pris au jeu. Et on le voit, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il y a une vraie progression en fait des candidats. Et certains, alors pour le coup là, j'étais scotché parce que certains ont vraiment conscience, par contre, qu'ils ont en fait une pépite entre les mains et ils sont vraiment déterminés à en faire un business et à développer une entreprise. Certains nous l'ont dit en fait au niveau du jury. Et donc là, on est en train de réaliser le vieux rêve. Moi, ça fait 25 ans que j'ai créé l'Inagora, ça fait 25 ans que j'entends des politiques nous expliquer que ce qu'il faut, c'est partir de la recherche fondamentale, mais avec l'objectif de servir l'industrie et puis de développer des projets économiques. Et là, on est en plein dedans, quoi. Et avec une force, une modernité qui force le respect. Je dirais qu'on a tous collectivement progressé, et l'existence même de ce salon et l'existence même de cette conversation qu'on a là est aussi le révélateur d'un changement d'état d'esprit. Et j'ai envie d'inviter qu'on soit collectivement beaucoup plus indulgent avec nous-mêmes, qu'on croit beaucoup plus à notre capacité collective à créer des choses. Et c'est vrai que j'entends beaucoup, c'est très complexe, il y a beaucoup trop de dispositifs. Mais en fait, quand vous pensez que tout ça, c'est des histoires humaines, individuelles autour de projets, finalement, c'est pas si complexe. Ça se réduit à une bonne idée, de la volonté, un peu de financement,
Et puis un soutien de la part de l'institution qui vous a permis de développer ces recherches. Et je pense que le CNRS, les universités, les grands organismes ont passé ce pas en disant oui, je dois être soutien de mes chercheurs et je dois les mettre sur la voie. Et puis il faut dire aussi qu'on a quelques beaux exemples. L'Inagora est un très bel exemple qui donne aussi une espèce de but en disant on sait qu'on peut y arriver, on peut créer de la valeur, créer des emplois. Et créer des modèles d'IA réellement open source. Et on n'aurait jamais fait Lucie sans le partenariat stratégique qu'on a signé ensemble. Et soulignons et saluons et Jean-Luc Moulet et puis le président Antoine Petit, merci, et Antoine, parce que sans eux on n'aurait jamais signé ce partenariat stratégique. On a été la première PME de l'histoire du CNRS à signer un partenariat stratégique avec le CNRS, et pour cause, parce que dans cette communauté qu'on a créée, OpenLLM France, il y a de très nombreux chercheurs du CNRS qui sont présents, qui sont en appui à ce projet vraiment un peu fou, quoi. Disons-le, cette idée de créer une IA générative réellement open source, c'est-à-dire sans restriction d'usage, c'est-à-dire avec une transparence totale sur la méthodologie d'entraînement et la fourniture de l'ensemble du dataset d'entraînement. Bref, un modèle qu'on pourrait qualifier à la fois d'universel et de totalement disrupteur par rapport au reste de tous les modèles. Parce que il y a plein de gens qui disent on fait de l'IA open source, mais en réalité, on le sait bien maintenant, c'est qu'en partie open source. Certains disent c'est faussement open source. Et la réalité, c'est que la plupart des acteurs essaient de garder leur secret de sauce, ils essaient de faire en sorte de rester indispensables dans une potentielle relation commerciale. Nous, on livre avec la communauté OpenLLM, avec le CNRS, avec le GENSI, un objet qui est réellement du bien commun, un bien commun numérique, cette IA universelle Lucie. Et sans le CNRS, sans le GENSI, sans l'IDRIS, sans tous les laboratoires qui contribuent, ça serait pas possible. Et donc c'est vraiment un output de ce partenariat stratégique, et on est effectivement une illustration réelle que ça marche. Alors il a fallu une volonté, je tiens à le souligner, parce que sans le soutien d'Antoine Petit, de Jean-Luc Moulet, donc le président, le directeur général du CNRS, ça aurait pas été possible quand même. Et donc il y a une patte là. Et je crois qu'il y a un point, il y a un point sur lequel je voudrais insister, et d'abord effectivement souligner l'aspect remarquable, de cet aboutissement de cette IA générative, et dire, t'as dit deux choses, c'est une volonté collective. Voilà, il y a eu une volonté collective et un écosystème qui s'est mobilisé. Il y a des hommes et des femmes qui se sont mobilisés, et il y avait un terreau fertile pour y arriver. Et finalement, encore une fois, dans ces périodes où on a parfois du mal et on doute un peu de notre capacité à créer des choses, je pense que finalement, ici, ça se passe ici, en France, en Europe, avec un modèle tout à fait original. Et quelque part, on peut se dire que notre façon de trouver notre chemin dans les années à venir, c'est d'inventer des modèles, des nouveaux modèles. Et là, je crois qu'on est vraiment dans le cœur d'un modèle open source, complètement open source. Et le CNRS, finalement, a ça dans l'ADN. C'est de découvrir des nouvelles choses, de nouveaux moyens, Et ce qu'on essaie de tracer aussi à CNRS Innovation, c'est finalement quels sont les nouveaux chemins de valorisation qu'on peut inventer pour finalement avoir un impact, alors pour la société, pour les entreprises, pour les citoyens. Et encore une fois, je pense que notre échange ce soir illustre bien des deux côtés, côté entrepreneur et côté ONR, organisme de recherche, cette volonté effectivement de trouver des nouveaux chemins et de produire. Ouais, c'est ça. Le président de la République, celle qui était encore jusqu'à hier soir notre ministre de l'IA, Clara Chapa, parle régulièrement de troisième voie numérique. En fait, on l'incarne là, on est en train de la mettre en œuvre. Et d'ailleurs, parce que notre petit échange, notre open mic va terminer rapidement. Malheureusement, on a plein de choses à se dire, mais il faut que je t'invite officiellement, mon cher Mehdi, et l'ensemble en fait du CNRS. Le 22 janvier, on organise à l'Institut de France le Paris Open Source AI Summit. Et donc, on va aborder en long, en large et en travers ces questions liées à l'IA open source. Notre objectif, c'est un événement labellisé AI Action Summit. Notre objectif, c'est de réunir les acteurs qui font l'IA open source, institutionnels, ceux de la recherche, les industriels,
pour ensemble essayer de définir nos combats, essayer de définir les propositions qu'on pourrait faire à l'occasion de l'AI Action Summit, sachant que les slots pour pouvoir certainement intervenir, faire passer des idées devant 50 chefs d'État, ça risque d'être très limité. Et donc l'idée, c'est d'arriver, d'être préparé et d'être capable en fait de faire valoir et de défendre nos points de vue. Et je pense que typiquement, ce que nous avons fait ensemble avec cette communauté OpenLLM, avec le soutien du CNRS, ce modèle Lucie, moi j'en ai déjà parlé en fait aux gens qui organisent l'AI Action Summit, et ils sont assez fans de se dire que dans le fond, ça pourrait être un des livrables de l'AI Action Summit. Eh ben, invitation acceptée et au boulot pour trouver les bons arguments pour convaincre ce panel-là qu'effectivement c'est un bon modèle et c'est un bon modèle et on va en inventer d'autres dans les années à venir. Génial. Mehdi Gmar, un grand merci pour ta présence. Merci au CNRS d'avoir partagé ces 2 jours de l'Open Source Experience. C'était le dernier Open Mic de ce Open Source Experience 2024. Encore une fois, un grand merci à toi et à toute l'équipe du CNRS et à l'ensemble de nos partenaires, Exaion, Simvia. Merci à tous. À l'année prochaine, peut-être. Merci à toi, Mehdi.